Ce webinaire dont le sujet est le contrôle de gestion dans le mandat de protection future. Donc, c'est un webinaire que je vais animer donc dans le cadre des actions que nous menons chez Droit Quotidien LegalTech pour promouvoir le mandat de protection future. Pour information, Droit Quotidien, LegalTech fait partie d'un groupe qui s'appelle Droit Quotidien et qui, depuis 28 ans, œuvre pour l'amélioration de l'accès aux droits des citoyens. Nous sommes en France, ce groupe est historiquement en Belgique et nous sommes en France depuis maintenant plus de 4 ans, et particulièrement sur le sujet du mandat de protection future. Donc, ce webinaire, il va être découpé en 4 parties. On va aborder la désignation du contrôleur de gestion, on va aborder le champ du contrôle de gestion, l'articulation du rôle du contrôleur avec les missions du notaire et enfin quelques éléments à ne pas oublier. La désignation du contrôleur de gestion, donc, qui est donc le fameux contrôleur qui doit être mis en place dans un mandat de protection future. Donc, c'est vrai que dans un mandat de protection future, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant longtemps, ce n'est pas le notaire qui est contrôleur, mais il faut bien désigner un contrôleur qui va avoir pour mission de vérifier que ce que réalise le mandataire de protection future est bien conforme à ce qui est prévu dans le mandat et plus largement à la réglementation. Donc, en fait, le contrôleur, il doit être désigné dans le mandat. Et le greffier, au moment de l'activation du mandat, il va vérifier que les modalités de contrôle sont bien prévues dans le mandat. Donc, on le désigne soit dans le mandat, soit éventuellement par accord entre le mandataire et le notaire au moment de l'activation du mandat. C'est-à-dire que si vous avez 2 options, soit au moment de la rédaction du mandat, vous voyez bien qui vous souhaitez désigner comme contrôleur, auquel cas vous le mettez comme partie au mandat, soit vous ne savez pas qui désigner et vous préférez à ce moment-là reporter le moment de la désignation du contrôleur au moment de l'activation du mandat de protection future. Et dans ce cas-là, c'est le mandataire et le notaire qui, d'un commun accord, eh bien, décideront de qui sera le contrôleur. Alors, ce contrôleur, il peut être aussi bien un proche du mandant qu'un professionnel. C'est totalement libre. Il n'y a pas de... Voilà, ça peut être un professionnel, personne physique ou même personne morale. Donc, toutes ces dispositions résultent en fait essentiellement de 2 articles du Code civil, l'article 486 alinéa 2 du Code civil et l'article 491 du Code civil. Donc, pour ce qui est des professionnels, on peut imaginer désigner expert comptable, commissaire de justice, conseiller en gestion de patrimoine, mandataire de protection future, prestataire spécialisé et pourquoi pas notaire, avocat, que je n'ai pas indiqué sur le PowerPoint, mais on peut aussi imaginer désigner un notaire ou un avocat, voire même le notaire rédacteur peut souhaiter vouloir être désigné contrôleur, mais auquel cas ce sera avec des honoraires différents des émoluments qui sont prévus par la loi. Donc, comment ça se traduit dans le mandat? Déjà, en fait, nous, on précise bien dans notre trame de mandat que la désignation du contrôleur fait partie de l'objet du mandat et on désigne le mandataire de protection future, mais également le contrôleur, le ou les contrôleurs de ce mandataire. Et qui précise également de quelle manière sera contrôlé ce mandat de protection future. Ensuite, on va bien préciser donc en fait, nous, en début de mandat de protection future, on indique bien le plan en fait qui sera celui du mandat. Donc, ça permet aux personnes de se retrouver. Donc, on a la première partie qui concerne les éléments principaux, la deuxième partie qui concerne qu'est-ce qui se passe avant activation du mandat, la troisième partie qui va concerner les modalités d'activation du mandat et la quatrième partie qui concerne tout ce qui est exécution du mandat. Après activation du mandat et dans l'exécution, eh bien, on a toute une partie où on évoque les modalités de contrôle et d'alerte du juge des tutelles. Ensuite, on a une 5e partie sur la fin, une 6e partie sur après la fin du mandat et enfin la question des signatures. Voilà. Donc, on va rappeler les règles en matière de contrôle
déjà dans le résumé du mandat qui reprend en gros le plan de notre trame de mandat de protection future. Alors pour information, nous on a travaillé chez Droit Quotidien LegalTech à concevoir une trame de mandat de protection future depuis à peu près 4 ans. Donc on a construit un très important closier qui permet de rédiger des mandats les plus personnalisés possibles. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a vraiment approfondi toute la réglementation, la jurisprudence sur le sujet du mandat de protection future. Donc, au niveau de la rédaction, de ce fait, on va avoir dans les comparutions, on va pouvoir indiquer le contrôleur de protection future s'il a déjà été choisi au stade de la rédaction du mandat. Mais si évidemment il n'est pas choisi au stade de la rédaction du mandat, on ne le trouvera pas dans les comparutions. Alors, une fois qu'on a vu la question de la rédaction, on va se poser la question maintenant de l'activation. Donc, au moment où le mandat est avant l'activation du mandat, personne n'exerce aucune mission. Ce n'est qu'au stade de l'activation du mandat que la mission de contrôle, elle va démarrer. Donc, on va préciser effectivement, nous on rappelle en résumé sur le paragraphe qui concerne l'activation du mandat. Après l'activation du mandat, on va rappeler que le contrôleur va commencer sa mission et on va indiquer qu'à partir du moment où le mandat est activé, eh bien, plus personne ne peut renoncer à ses missions. Alors qu'évidemment, avant activation du mandat, on peut mettre une mention qui précise que tout le monde, y compris le contrôleur, peut renoncer à ses missions. Donc là, par contre, effectivement, il faut bien rappeler que ce n'est plus possible à partir du moment où le mandat est activé. La même règle s'applique pour tout le monde. Et donc, sachant que ça vaut le coup, du coup, de préciser les modalités de désignation d'un nouveau contrôleur au cas où le contrôleur renoncerait à ses missions ou il serait déchargé par le juge des tutelles après activation du mandat. En fait, on ne peut pas renoncer, mais on peut solliciter le juge des tutelles pour obtenir la décharge en fait, de sa mission si jamais, après activation du mandat, on souhaite renoncer à sa mission de contrôleur de la même manière que de mandataire. Alors, s'agissant du champ du contrôle de gestion, en fait, dans notre âme, on a bien précisé quelle serait la mission de ce contrôleur. Il a une première mission d'avoir une sorte de suivi humain, c'est-à-dire qu'il doit appeler une fois par an les personnes qui sont chargées de la protection, en l'occurrence, et le mandant, pour vérifier que tout se passe bien. Alors, ce n'est pas avant activation, hein, c'est bien après activation que le contrôleur a cette mission de s'assurer une fois par an, en contactant les parties, que tout se déroule correctement. Avant le 30 juin, donc avant une date à définir, il doit prendre connaissance de tous les documents qui sont déposés, donc les comptes de gestion qui ont été déposés par les mandataires, et il doit lui-même écrire un rapport de contrôle qui sera transmis au notaire. Ça permet au notaire de ne recevoir, d'abord, il va recevoir évidemment, le notaire reçoit les comptes de gestion, mais dans un second temps, il reçoit aussi le rapport de contrôle, ce qui lui permet, en lisant le rapport de contrôle, de s'assurer que tout est en règle et qu'il n'ait pas besoin d'alerter le juge des tutelles. Et il est donné comme mission également au contrôleur, si jamais il y a une difficulté, d'organiser, de prendre des informations auprès de chaque personne et, si nécessaire, de provoquer l'organisation d'une médiation. Et évidemment, d'en avertir immédiatement le notaire pour que le notaire soit informé s'il y a une quelconque difficulté. Donc, au-delà du contrôle des comptes, il a une mission finalement d'observation du déroulement du mandat de protection future pour être sûr qu'aucune difficulté n'intervient. Donc, sur ce contrôle de gestion, ce qui est important d'avoir à l'esprit et qui est souvent un peu oublié, c'est que le contrôle est prévu aussi bien pour la personne que pour les biens.
L'article 479 du Code civil rappelle qu'il doit y avoir un contrôle sur la protection de la personne et l'article 486 précise qu'il y a un contrôle sur la protection des biens. Et souvent, dans les trames de mandat qu'on a pu analyser, on s'est rendu compte que le contrôle de la protection de la personne est rarement prévu. Donc, qu'est-ce que ça implique? D'abord, initialement, en début de mandat, le mandataire va bien sûr, à partir du moment où le mandat est activé, il va faire un inventaire qui doit être fait au départ, mais aussi actualisé chaque année. Il doit établir un compte annuel de gestion et il doit établir un rapport annuel sur la protection de la personne. Tous ces éléments doivent être transmis au contrôleur et ce sont ces éléments-là que le contrôleur va devoir étudier pour s'assurer que le mandat s'exécute correctement. Donc, ce qu'on va indiquer dans nos mandats, c'est que il faut chaque année, on rappelle l'obligation des mandataires de déposer chaque année l'inventaire et le compte annuel de gestion et le rapport annuel sur la protection de la personne. Et puis, on va indiquer une date évidemment butoir au-delà de laquelle ces documents doivent être transmis. Donc en fait, il n'y a aucune règle pour ce qui est des dates. On peut fixer la date que l'on souhaite. C'est quand même pas conseillé de mettre une date trop rapprochée du début de l'année parce que ça va faire un travail. Si votre contrôleur, un contrôleur professionnel, il risque d'avoir beaucoup de comptes à régler avant le 31 janvier. Donc c'est préférable de prévoir plutôt une date du 31 mars, par exemple, qui reste plus raisonnable en termes de délai, de façon à ce que voilà, ça laisse le temps aussi au mandataire de faire de préparer ses comptes, de pouvoir éventuellement interroger le contrôleur s'il a des doutes sur certaines choses et de pouvoir les faire dans des délais qui ne soient pas trop réduits, on va dire. Et donc, ensuite, une fois que ça a été transmis au contrôleur et au notaire, donc, alors avant de passer sur la suite, nous, ce qu'on conseille également, c'est de bien préciser quel est le contenu, qu'est-ce qu'on attend, parce que c'est vrai que souvent, dans les trames de mandat que l'on retrouve, il n'y a aucune précision sur qu'est-ce que c'est qu'un compte annuel de gestion. Donc, c'est assez utile de pouvoir préciser qu'est-ce qu'un compte annuel de gestion des biens personnels. On peut aussi prévoir, si vous êtes sur un mandat de protection future d'un chef d'entreprise, prévoir qu'est-ce que c'est qu'un compte annuel de gestion des biens professionnels et de pouvoir bien préciser qu'est-ce que vous attendez comme pièce justificative complémentaire au-delà des comptes en eux-mêmes. Ça permet au contrôleur, finalement, de savoir précisément ce qu'il doit recevoir comme document et d'avoir ainsi la confirmation qu'il a bien tout reçu quand le mandataire lui dépose tous ces documents. Ensuite, pareillement pour le rapport annuel sur la protection de la personne. Donc là, nous, on est parti sur l'idée que c'est un rapport qui est fait par un professionnel de santé à la demande du mandataire, parce que c'est une pratique que l'on retrouve sur le terrain. Vous pouvez faire venir des professionnels pour qu'ils fassent un point sur l'accompagnement qui est réalisé et la manière dont les capacités, le maintien des capacités physiques et mentales de la personne. Donc, c'est quelque chose qui se pratique usuellement, donc ça nous semblait intéressant de pouvoir prévoir ce type de rapport pour avoir un suivi vraiment qualitatif sur la protection de la personne. Parce que c'est vrai que si on s'en tient à donner quelques indications, en fait, on risque d'avoir un rapport qui est assez éloigné et qui ne permet pas de décrire si l'accompagnement est fait correctement. Donc, à titre s'agissant de la personne. Donc, c'est vraiment un point important parce qu'on est quand même sur un mandat de protection future qui a pour mission de rendre la personne la plus autonome possible et de lui assurer le quotidien de la meilleure qualité possible. Donc, c'est vrai que c'est souvent un sujet qui est laissé de côté dans les trames de mandat, mais pour nous, ça nous paraît vraiment important parce qu'il y a un enjeu d'accompagnement des personnes qui sont vulnérables. Ensuite, on va définir ce qu'est un budget, tout simplement parce que c'est un peu la référence et ça, Élodie pourra compléter mon propos. En fait, quand on établit des comptes de gestion, les,
on va dire que l'établissement de ces comptes tourne beaucoup autour de la notion de budget. De la même manière que quand on fait pour une société, quand on établit des comptes, on va plutôt voilà, regarder le bilan, le compte de résultat, et on ne va pas regarder chaque opération une par une sur le compte en banque, si vous voulez. Donc, pour que ça ait du sens, c'est très important de compléter le compte annuel de gestion par un budget qui va permettre de définir les grandes masses de dépenses de la personne. Et ça va permettre, à partir de ce budget, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de l'accompagnement de la personne. Et donc, pour le contrôleur, c'est beaucoup plus facile de faire un contrôle des comptes avec un budget où on sait combien on avait prévu de dépenser, combien on a dépensé et combien on envisage de dépenser l'année suivante. Ça permet d'avoir une vision vraiment beaucoup plus claire des choses que si on s'en tient à mettre juste une liste de dépenses. Donc, regrouper par grande masse, c'est un peu ce qui se pratique habituellement. Donc, Élodie, je te laisse remettre ton micro et compléter sur ce point. C'est ce qui se pratique au niveau de la tutelle en général. En tout cas, oui, c'est ce qui est pratiqué effectivement dans les associations tutélaires où j'ai pu bosser pendant des années. Effectivement, les comptes sont présentés sous forme de budget avec chaque poste de dépense pour faciliter le contrôle et la lecture. Parce que si le simple fait de donner 12 relevés bancaires, ça facilite pas la tâche. Autant essayer de tout regrouper par poste et ça peut vous permettre aussi d'avoir la puce à l'oreille, de savoir si c'est bien géré ou pas. Si vous voyez par exemple que le poste loisir dépasse amplement le poste hébergement, c'est qu'il y a peut-être un souci de gestion quelque part. Voilà. Oui, ou à l'inverse, s'il est égal à 0, ça veut dire que peut-être il y a un souci aussi et Et il y a que peut-être, oui, donc effectivement. dans un sens comme dans un autre, ça va apporter des indications beaucoup plus précises que si on laisse toutes les sommes. Donc la notion de budget est vraiment assez importante pour arriver à faire, et c'est ce que demande le juge des tutelles lui-même, hein. Il a une exigence, le juge des tutelles, d'avoir un regroupement des dépenses par poste de dépenses pour pouvoir suivre voilà, correctement le l'accompagnement de la personne. Donc, et donc, c'est pour ça qu'on a intégré et je pense que ça vaut vraiment le coup d'intégrer dans son mandat la définition du budget pour l'ajouter, même si ce n'est pas une notion qui apparaît formellement dans les textes relatifs au mandat de protection future, mais c'est vraiment utile de s'appuyer parce que ça va énormément faciliter le travail du contrôleur s'il y a cette notion de budget qui est prévue. Alors, ensuite, on peut donner une mission complémentaire au contrôleur qui peut être parfois utile dans certaines situations. On y pense notamment quand on a le mandat de protection future d'un chef d'entreprise. Donner au contrôleur la mission de valider ou en tout cas d'être informé, sans valider, mais en tout cas d'être informé de tout acte de gestion non courante. C'est-à-dire, vous savez que le mandataire de protection future, il a le droit de passer tous les actes sans autorisation du juge des tutelles, sauf bien sûr ce qui va concerner le logement, et puis l'ouverture d'un compte dans une nouvelle banque, et puis voilà, tout ce qui va être donation, acte de disposition à titre gratuit, ça c'est soumis à autorisation du juge des tutelles, mais il y a quand même beaucoup d'actes qui sont des actes de disposition qui peuvent avoir des importances, voilà, qui peuvent entraîner des effets assez importants dans le patrimoine, qui ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Donc, il ne s'agit pas, donc c'est ce qui fait aussi toute la puissance du mandat de protection future notarié, c'est que ça permet d'éviter d'avoir à recourir au juge des tutelles, dont les délais sont malheureusement pas gérables. Quand on veut suivre quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité, pouvoir se dispenser de l'autorisation du juge des tutelles, c'est vraiment important. Mais on peut imaginer dans des configurations patrimoniales importantes ou je vous disais, pour le chef d'entreprise, on peut imaginer prévoir que pour les actes de gestion non courante qu'on va lister hein, dans le mandat, eh bien, il y ait la nécessité d'informer préalablement le contrôleur, qui là, en l'occurrence, est Alix Kerr, hein. Donc, ça veut dire avant de passer l'acte, on va déposer l'acte auprès du contrôleur avec les explications, le projet d'acte en lui-même, éventuellement l'avis de l'entourage.
Là, dans l'histoire, c'est Léa qui est la fille. Et si le contrôleur estime qu'il a besoin d'explications complémentaires, il peut les demander au mandataire. Et le mandataire ne pourra signer l'acte que si, au bout de 15 jours, eh bien, il n'a pas soit une demande d'explication, soit un courrier qui aurait été envoyé par le notaire au juge des tutelles pour informer qu'il y a une difficulté concernant cet acte. Donc, ça veut dire que finalement, c'est un garde-fou pour les actes les plus graves où on va mettre le contrôleur en mission de vérification. Et s'il ne fait rien, s'il ne dit rien, eh bien, à ce moment-là, la personne peut passer l'acte. Alors, évidemment, le délai de 15 jours peut être prolongé à 30 ou réduit à 7. Ça va dépendre du cadre, de ce qu'on imagine. Mais l'idée, c'est de pas, on va dire, de pas retarder inutilement l'acte, tout en laissant quand même la possibilité au contrôleur d'avoir un regard sur cet acte avant qu'il soit passé. Donc, ça peut être un moyen, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la conversation, mais c'est vrai que ça peut être un moyen de rassurer sur, dans le cas où on a des patrimoines relativement importants. On va se poser la question maintenant de l'articulation de tout ça avec les missions du notaire. Donc, on rappelle que le notaire, lui, il est dépositaire des comptes et de l'inventaire. Il alerte le juge des tutelles s'il y a une difficulté. C'est lui, le contrôleur alerte le notaire. Le notaire, c'est lui qui décide s'il faut alerter ou pas le juge des tutelles. Et donc, il n'est pas tenu au contrôle. On a un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui l'a confirmé. Mais quand on analyse les textes, aucun texte ne dit que le notaire doit vérifier. Il n'y a que les 2 missions de dépositaire et d'alerte qui sont effectivement formellement prévues par le Code civil. Donc, ce que nous, on va bien préciser effectivement dans le résumé sur les missions en cas d'activation que effectivement le notaire est dépositaire des comptes et alerte le juge des tutelles si nécessaire. Puis, dans les formalités de contrôle, on précise bien que tous les documents sont à remettre au notaire et au contrôleur avant le 31 mars de chaque année. Et enfin, on va rappeler que c'est bien si dans le rapport de contrôle, il est mis en évidence qu'il y a une anomalie, c'est bien le notaire qui informe le juge des tutelles en cas de difficulté pour faire en sorte que que le juge des tutelles se saisisse des manquements éventuellement constatés. Et on peut compléter cela en bien précisant que pour toute difficulté, plus globalement, que ce soit que ce soit au stade de l'activation ou bien ultérieurement s'il y a un conflit qui naît, on précise bien que le notaire a ce rôle d'alerter le juge des tutelles pour d'autres hypothèses. Alors, sur les éléments à ne pas oublier, tout d'abord, l'assurance responsabilité civile du mandataire, mais aussi du contrôleur non professionnel, parce que vous pouvez désigner un contrôleur qui soit une personne de la famille ou un ami, et ça vaut vraiment le coup, de la même manière qu'on va inviter le mandataire non professionnel à souscrire une assurance responsabilité civile, eh bien, on peut aussi inviter un contrôleur non professionnel à souscrire une assurance responsabilité civile qui se mettra en place à partir du moment où le mandat est activé. Donc, et ce qui est aussi valable pour le contrôleur non professionnel, c'est l'obligation de confidentialité. C'est-à-dire que figurez-vous que dans les trames de mandat que l'on trouve, la notion de confidentialité n'est mentionnée nulle part. Or, il se trouve qu'en matière de mandat de protection future, aucune règle de confidentialité n'est prévue. Alors, le notaire, lui, est tenu à son obligation de confidentialité de par son métier, mais les autres professionnels qui interviennent ne sont pas nécessairement tenus. Donc, à partir du moment où il est important de prévoir une clause de confidentialité qui inclut aussi bien le mandataire que, évidemment, le contrôleur, puisqu'il va manier des informations forcément très sensibles, aussi bien pour la protection de la personne que la protection des biens. On peut aussi prévoir la rémunération du contrôleur.
que ce soit un proche ou que ce soit un professionnel, dans tous les cas, on peut prévoir la rémunération du contrôleur. Généralement, c'est plutôt quand il s'agit d'un contrôleur professionnel. Donc, nous, ce qu'on prévoit, c'est que les lettres de mission soient annexées au mandat de protection future. On n'inclut pas, on rappelle l'indication des honoraires dans le mandat en lui-même, mais on renvoie en annexe sur le montant des honoraires. De même qu'on rappelle que le notaire aura lui aussi ses honoraires, ses émoluments qui seront facturés chaque année. Et enfin, il faut absolument ne pas confondre, et ça on l'a vu dans dans plusieurs trames de mandat de protection future que l'on a trouvé, il ne faut pas confondre le recours à un tiers pour aider à la gestion et le fait d'avoir un contrôleur de gestion. On peut tout à fait recourir à des professionnels qu'on n'a pas à désigner d'ailleurs dans le mandat en lui-même pour pour aider le mandataire à exercer sa mission, parce que le mandataire n'est pas forcément un professionnel, et même s'il est un professionnel, il n'est pas non plus spécialiste de tous les sujets, tous les domaines. Donc, il peut tout à fait s'aider sur un professionnel qui va être un prestataire, un conseil qu'il va solliciter. En revanche, ce professionnel n'est pas un contrôleur de gestion. Donc, ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas confondre ces deux notions qui sont différentes. Pour le coup, si c'est un contrôleur de gestion, il va avoir des missions très différentes. Il sera là pour contrôler, non pas pour aider. Et il peut être désigné, il peut faire partie des parties dès le départ, ou éventuellement être désigné d'un commun accord entre le mandataire et le notaire. Alors, c'est vrai que sur la désignation par le mandataire et le notaire, c'est un usage qu'on a pu trouver dans certaines trames et qui nous semble plutôt pertinente, parce que si c'est finalement le mandataire qui choisit tout seul son contrôleur, même si c'est un professionnel type expert comptable, on peut quand même s'interroger sur voilà, le caractère un peu, on va dire, partial de la personne, alors que s'il est désigné d'un commun accord par le mandataire et le notaire, ça amène une garantie de neutralité. C'est la raison pour laquelle on trouve que cette pratique-là est assez intéressante à reprendre. Donc voilà, les tiers qui aident à ne pas confondre avec les contrôleurs de gestion. Et enfin, un point qui est important à rappeler, c'est que, vous savez, on peut désigner un mandataire ad hoc lors de la rédaction du mandat, pour éviter d'avoir à solliciter, quand on est en situation d'opposition d'intérêt, ne pas avoir à solliciter l'accord du juge, enfin la désignation d'un mandataire ad hoc par le juge des tutelles. Pour cela, il suffit de désigner un mandataire ad hoc dans le contrat, mais dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que la mission de contrôle du contrôleur s'étendra à la mission du mandataire ad hoc en lui-même. Donc, ça veut dire que le mandataire ad hoc, il exerce sa mission, il devra lui-même rendre compte, et ces comptes-là feront l'objet aussi d'un rapport de contrôle de la part du contrôleur. Je vais regarder si vous avez éventuellement posé des questions. Quels sont les risques pour le contrôleur non professionnel en cas de faute de gestion? En fait, le contrôleur engagerait aussi sa responsabilité s'il n'a pas, voilà, d'une certaine manière, s'il n'a pas relevé la faute de gestion, sous réserve que, voilà, elle n'ait pas été camouflée à tel point qu'elle ne soit pas visible. Mais c'est la raison pour laquelle on invite, et c'est la même chose pour un contrôleur pro, hein, il engagerait sa responsabilité s'il ne fait pas un suivi suffisant du travail du mandataire, effectivement. Et oui, un avocat, je vous confirme, comme je le disais en cours de webinaire, un avocat peut tout à fait être désigné contrôleur. Il n'y a aucune difficulté pour ça. Que ce soit, et d'ailleurs, on peut même désigner deux contrôleurs, hein, un contrôleur pour les biens et un contrôleur pour la personne. Donc, c'est tout à fait envisageable. On peut très bien dire qu'on désigne le contrôleur pour la personne parmi les proches, et puis le contrôleur pour les biens enfin, on choisit un professionnel où on estime que c'est un professionnel qui sera désigné ultérieurement. Donc, voilà, c'est effectivement possible de désigner un avocat, comme je disais, même un notaire. Tout est possible. Et un mandataire judiciaire à la protection également peut être désigné contrôleur, pourquoi pas. Et donc, à partir du moment où il y aura une faute dans l'exercice
de la mission de contrôleur, eh bien forcément, il engagera sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle on insiste sur le fait que si ce sont des contrôleurs non professionnels, il faut absolument qu'il soit prévu la souscription d'une assurance responsabilité civile qui sera à la charge du mandant. Et si c'est un professionnel, il faudra s'assurer que ce professionnel, eh bien, son assurance responsabilité civile couvre bien cette mission-là. Alors, les contrôleurs peuvent-ils avoir connaissance des clauses bénéficiaires des assurances vie? Alors, honnêtement, sur ce point-là, ce qu'on va évoquer, alors en pratique, le mandant, il a la possibilité de donner en amont, par le biais de notre système de coffre-fort, il peut déposer tout un tas d'informations. Après, il peut vouloir respecter la confidentialité des règles relatives, enfin, des informations relatives aux clauses bénéficiaires. Mais vous avez raison, pour le contrôleur, ça peut être vraiment utile de connaître cette information dans certaines circonstances. Nous, dans notre mandat de protection future, dans la trame qu'on a rédigée, on précise bien qu'à partir du moment où il s'agit de débloquer une assurance vie, ça relève d'un acte que peut faire le mandataire tout seul, mais si par contre il s'agit de remettre des primes, de rajouter des nouvelles primes dans l'assurance vie, alors à ce moment-là, c'est-à-dire en gros réabonder le contrat d'assurance vie, là à ce moment-là, pour nous, ça doit être soumis à l'autorisation du juge des tutelles parce que ça relève d'un acte de disposition à titre gratuit. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, du coup, au moment où il va faire la demande au juge des tutelles, forcément, il faudra qu'il y ait une information sur qui est le bénéficiaire de l'assurance vie. Ça se discute, en fait, c'est quand même on va dire que le contrôleur, mais c'est une bonne question. On peut se poser la question de savoir si le contrôleur ne pourrait pas, on ne pourrait pas indiquer dans le mandat qu'il a le droit d'avoir cette information, de demander cette information auprès de, de la personne qui détient, de l'organisme auprès de qui a été souscrite cette assurance vie. C'est un point qu'on va creuser. Merci beaucoup pour cette question, Solène Campillo. Je pense que c'est une question intéressante, effectivement. Et RGPD, alors vous savez que les non-professionnels ne sont pas tenus à RGPD. En fait, la réglementation de la protection des données ne concerne que les professionnels. Donc, la réglementation, si vous êtes un non-professionnel, chez vous, vous n'avez pas à respecter la réglementation de protection des données. Donc, si par exemple, vous désignez votre frère pour être contrôleur, eh bien, il n'a pas, et qu'il exerce à titre non professionnel sa mission de contrôleur, il n'aura pas à justifier qu'il respecte RGPD. Comment se calcule la rémunération du contrôleur professionnel? Alors, en fait, c'est complètement libre. Il n'y a pas de formule de calcul légalement. Après, on peut s'appuyer sur ce qui se pratique en matière de subrogé. Donc, peut-être que, Élodie, tu peux apporter une précision parce que vous savez que quand il y a une tutelle, on peut mettre en place des subrogés qui jouent le rôle de contrôleur. Et donc Élodie, je te laisse préciser ce point. Pour les mandataires professionnels, en fait, les rémunérations des subrogés, c'est sur la base des grilles qui existent pour la rémunération des mandataires. En fait, vous avez des calculs qui sont combinés, ça peut être à la fois du forfait combiné avec l'importance du patrimoine. Tout à fait. Donc, si on reprend les grilles, on reprend l'importance de la rémunération plus l'importance du patrimoine. C'est des formules de calcul et on aboutit effectivement à une rémunération. Mais c'est vrai que pour un contrôleur, on ne va pas appliquer, s'il intervient, un subrogé est quand même une mission plus importante qu'un contrôleur. Un contrôleur, il intervient plus ponctuellement pour contrôler les comptes et vérifier que tout va bien. Donc, ce ne serait pas une rémunération peut-être aussi importante. Mais ça se définit de gré à gré, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mission de contrôle pour une activité sur un patrimoine moyen, on est sur une demi-journée par an de travail. En fait, le contrôleur, on sait qu'il va avoir une demi-journée de travail pour assurer sa mission de contrôle. C'est ce que, Élodie qui a fait pas mal de missions de contrôle, c'était grosso modo une demi-journée pour faire un contrôle de qualité.
C'est sûr que ce n'est pas dans le cas où c'est un énorme patrimoine avec plein de biens différents, mais sur qu'un patrimoine un peu classique, Voilà. Une demi-journée, situation normale, une demi-journée de voilà, travail tout à fait. par an. Nous vous remercions pour votre présence et puis nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si nécessaire.